Écoutez, ça fait plaisir, ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui avec vous pour présenter là, les résultats de l'étude qu'on avait fait quand même en 2024. Là. Donc, ça commence à dater un peu, mais les résultats restent quand même intéressants. Là. J'ai revalidé certaines statistiques justement en amont de la présentation là, en termes de tout ce qui est post-vacant, etc. Puis, ça semblait pas avoir beaucoup bougé là, depuis les deux dernières années. Là. Donc, on est assez confiant que les résultats sont encore d'actualité de ce côté-là. Donc, effectivement, là, on va vous présenter l'étude de multisectorielle sur les besoins en main-d'œuvre et en formation continue, donc pour les professions de la chimie. En termes de présentation, là, je vais faire une brève introduction pour rappeler un petit peu les différents objectifs de la démarche puis le contexte. On va ensuite faire un petit portrait là, de justement des professions de la chimie. On va aborder tout ce qui est de gestion des ressources humaines, donc que ce soit taux de roulement, post-vacant, etc. On a aussi une section là, sur le développement des compétences, donc tout ce qui est formation initiale, formation continue, frein à la formation, etc. On va ensuite aborder aussi les enjeux là, en lien avec les professions de la chimie, donc autant les enjeux de main-d'œuvre, mais les enjeux industriels aussi des différentes organisations dans les CSMO. Puis, on va compléter avec une adéquation là, offre-demande pour les différentes professions de la chimie, à savoir lesquelles seront plus en demande là, dans les prochaines années. Puis on va compléter là, avec une petite revue là, des différents constats et les quelques recommandations là, plus à haut niveau. Là. Je ne présenterai pas le détail de ce qui a été mis dans le rapport, mais on va quand même vous montrer ce qu'on a suggéré là, à la suite de notre étude. Donc, peut-être pour commencer avec l'introduction, le contexte dans lequel l'étude a été faite avec tout ce qui est de transition verte. Donc, justement, les CSMO avaient remarqué il y avait beaucoup d'évolution justement dans les professions de la chimie et voulaient voir comment ces enjeux-là, puis comment l'évolution des prochaines années là, allait impacter les différentes professions de la chimie. Donc, c'est comme ça que les 5 CSMO là, se sont regroupés effectivement pour nous mandater là, pour la réalisation de ce genre d'études-là. On fait souvent ce genre d'études-là pour des industries spécifiques, mais là, pour des professions, c'est intéressant parce que ça touche justement plusieurs industries. Donc, c'est un petit peu différent de ce qu'on fait à l'habitude, mais c'était tout de même bien intéressant de faire ce mandat-ci. Donc, du côté des objectifs, le premier était d'identifier les compétences actuelles et évidemment les compétences futures qui vont être nécessaires là, pour toutes les professions de la chimie, donc en considérant notamment là, la transition verte, l'automatisation aussi des processus qui est quand même d'actualité de nos jours. On voulait aussi documenter là, les besoins de formation continue, regarder aussi c'est quoi les défis qui étaient associés à tout ce qui est de transformation numérique, automatisation, encore une fois, et le développement technologique également. Présenter aussi l'évolution des rôles et responsabilités là, justement des professionnels de la chimie pour les prochaines années à venir, puis d'élaborer là, certaines recommandations là, en lien avec l'offre de formation continue, justement destinée aux CSMO. Donc, comment les CSMO peuvent améliorer un petit peu la situation actuelle, là, puis la formation là, des professionnels de la chimie. Du côté de la méthodologie, donc on a fait tout d'abord un sondage là, qui avait été mené en collaboration avec la firme Léger. Donc le sondage était fait en comme deux troncs séparés. Donc on avait un tronc pour justement ceux qui étaient vraiment des professionnels de la chimie, donc chimistes, biochimistes, etc. Puis on avait aussi un tronc à savoir est-ce que vous êtes un gestionnaire de chimistes ou chimiste vous-même. Donc les deux troncs étaient un petit peu différents puisqu'il y en avait un qui touchait un petit peu plus les organisations. Donc versus l'autre qui touchait plus la main-d'œuvre. Puis on a réussi à fusionner là, certaines données ici pour vous donner justement les résultats que je vous présenterai dans les prochaines minutes. On a aussi fait quelques groupes de discussion là, avec les acteurs de l'industrie pour alimenter un petit peu les résultats là, qui avaient découlé des analyses plus quantitatives là, dans le sondage, donc pour ajouter un peu de données qualitatives là, par rapport à tout ça. Puis on a aussi fait certaines collectes de données secondaires. Donc, on a regardé les rapports annuels là, lors des chimistes pour justement voir, ben, il y en a combien des chimistes, est-ce que c'est des hommes, des femmes, etc. Donc, pour avoir un peu plus le portrait des chimistes au Québec. On a aussi utilisé certaines données de Statistique Canada, là, justement le nombre d'emplois, les postes vacants, rémunération, etc. On a sorti certaines données là, du ministère de l'Enseignement supérieur en lien avec les diplomations que je vous présenterai plus tard. Puis, on a aussi, du côté du gouvernement du Québec, là, certaines présentations là, des secteurs d'activité où les professionnels de la chimie sont présents.
Alors, sans plus tarder, si on commence du côté des professionnels de la chimie, là, la première question qu'on s'était posée, c'est ben, justement, qui sont-ils, là, ces professionnels de la chimie? Donc, on l'a divisé en trois catégories qui concordent avec les différents CNP, là, qui sont les codes nationaux de profession, si je ne me trompe pas. Donc, c'est vraiment les codes qui vont décliner les différents types de professions. Donc, on avait tout d'abord les chimistes qui sont membres de l'Ordre des chimistes du Québec, donc ça inclut les biochimistes également. On avait les ingénieurs chimistes qui, eux, sont membres de l'Ordre des ingénieurs du Québec, donc c'est assez différent. Donc, eux ont plus comme profession de concevoir, développer, optimiser là, tous les procédés, tandis que les chimistes sont plus dans l'application de ces procédés-ci. Puis on a aussi tous les postes techniques, donc technologues, techniciens en chimie, qui, eux, vont apporter plutôt le soutien technique, qui, eux, vont être membres de l'Ordre des technologues professionnels du Québec. Donc, trois ordres professionnels, trois professions. Du côté des chimistes, en 2024, on avait près de 3000 chimistes donc au Québec qui est enregistré là, à l'Ordre des chimistes du Québec. On avait un nombre presque similaire de technologues et techniciens. Puis on avait du côté des ingénieurs chimistes, là, on avait un petit peu moins, on avait environ un ingénieur chimiste pour trois chimistes. Donc c'est un petit peu ça le ratio qu'on avait établi là, euh, à haut niveau de ce côté-ci. Donc, chimiste, ingénieur chimiste, c'est effectivement des professions qui nécessitent un cursus universitaire versus les postes techniques, que ça peut provenir de différentes techniques. Là, on avait toutes les techniques chimiques, biochimiques, techniques de génie chimique, techniques de laboratoire, etc. Donc, on en avait sorti plusieurs, d'où provenaient là, les techniciens, technologues de la chimie. Euh, donc ici, c'est les données qu'on avait présentées dans le rapport, mais comme je vous avais mentionné, ça a un peu changé là, au dernier trimestre de 2025. Donc, on avait recensé les postes vacants là, dans les différentes professions de la chimie. Donc, ce qu'on peut voir rapidement, c'est que si on regarde l'ensemble des professions de la chimie, on a un taux de postes vacants qui est autour de 5,3 %. Donc, au troisième trimestre de 2024, là, c'était les dernières données disponibles quand on avait fait l'étude. Ce qui est, je vous dirais, pas mal dans un petit peu au-dessus là, des normes québécoises de l'ensemble des professions. Si on regarde les chimistes et ingénieurs chimistes, là, le taux était plutôt autour de 3 3,5 %. Donc, ça reste plus justement autour de ce qu'on voit habituellement là, dans les autres professions. Mais du côté des technologues, techniciens en chimie, là, le taux de poste vacant était beaucoup plus élevé, donc 8,1 %. Puis les chiffres ont peu changé. Là. Je pense qu'on était autour de 200 postes vacants là, aux dernières nouvelles. Donc, ça reste assez élevé là, de ce côté-ci. En termes de taux de postes vacants, là, je vous dirais comparativement à d'autres professions. Mais on voit quand même qu'il y a eu une petite diminution là, des besoins depuis 2022. Donc, de manière générale, le taux de postes vacants au Québec là, avait eu un sommet quand même important là, en 2022. Donc, on le voit ici dans les professions également de la chimie. Puis on voit que ça a tendance à redescendre un petit peu, là, mais qu'on n'a pas redescendu tant que ça encore là, du côté des professions de la chimie. On s'est aussi intéressé à savoir justement quel est le salaire qui est offert là, pour tous ces postes vacants-là. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que ben, pour les ingénieurs chimistes, c'est un petit peu plus élevé que pour les chimistes. Ça, c'est de manière générale dans l'industrie quelque chose qu'on remarque. Je vous le montrerai plus tard dans d'autres données. Mais un facteur qui est intéressant ici, c'est que depuis 2020, entre 2020 et 2024, du côté des technologues, techniciens en chimie, donc, le salaire offert a augmenté en moyenne annuelle de près de 10 versus 1,2 pour les chimistes, 2,5 pour les ingénieurs chimistes. Fait que c'est là qu'on voit vraiment l'impact en fait des taux de postes vacants. Là, on voit que les entreprises n'ont pas eu le choix d'augmenter justement là, la rémunération offerte pour ces postes-là parce qu'ils étaient fortement en demande. Donc, ça, c'est un constat qui est assez intéressant ici. On a aussi regardé là, les différents salaires médians pour les professions. Donc, c'est des données qui sont issues de Statistique Canada. Là. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que pour les chimistes, en termes de dollars, mettons, par année, on est autour de 83 000 ici. Puis pour les postes techniques, on est plutôt autour de 58 500. Donc, c'est 30 inférieur au poste de chimiste. Donc, il y a quand même une bonne différence à ce niveau-là. Puis si on regarde là, les ingénieurs chimistes, ils gagnent environ 7 de plus que les chimistes, là, ce qui leur donne environ 89 000 par année. Là. Ça, c'est extrapolé pour un 37,5 heures, parce que nous, on avait plutôt le salaire horaire là, qui avait été rendu disponible là, par Statistique Canada.
Donc, on voit aussi que l'échelle salariale va augmenter là, avec l'expertise. Donc, on a beaucoup plus de surreprésentativité des gens qui gagnent en bas de 80 000 par année là, du côté de ceux qui ont comme moins de 10 ans d'expérience. Puis, aussitôt que ça augmente, là, si on regarde les 20 ans d'expérience et plus, ben là, on a une bonne représentativité des gens, des chimistes là, qui vont gagner au-dessus de 120 000 par année. Donc, on voit qu'il y a quand même la progression salariale qui est intéressante à ce niveau-là. Ça ici, c'est vraiment uniquement les chimistes là, qu'on présente, donc c'est pas les ingénieurs ou les postes techniques non plus. Alors voilà. Une des choses qu'on a remarqué aussi, c'est que les professionnels de la chimie sont relativement jeunes par rapport à l'ensemble des industries. Donc, si on regarde du côté de l'ensemble des professions, donc les moins de 45 ans vont représenter 57% de la main-d'œuvre totale, alors que du côté des chimistes et ingénieurs chimistes, technologues, donc on est un peu au-dessus de ça, là. Donc, c'est ça qui est intéressant ici. Donc, on voit que la main-d'œuvre est quand même relativement jeune comparativement à d'autres secteurs d'activité où la main-d'œuvre va être un petit peu plus vieillissante. Mais ça reste pas que vous allez avoir au cours des 10 prochaines années quand même quelques départs à la retraite. Mais si on regarde l'ensemble des professions, il y aurait quand même 23% là, des gens qui prendraient leur retraite théoriquement d'ici les 10 prochaines années, alors que du côté des postes des professionnels de la chimie, c'est des chiffres qui sont quand même plus faibles. Donc ça, c'est moins stressant là, pour ces professions-là comparativement à d'autres professions. On s'est aussi intéressé à savoir du côté de la répartition par genre, donc hommes-femmes, du côté des professions de la chimie. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que la proportion de femmes a eu une légère baisse là, depuis les dernières années. Donc, il y a un petit peu moins de femmes là, qui s'intéressent aux postes de chimistes. Donc, ici, c'est vraiment juste les postes de chimistes. Puis, on a comme un petit peu plus d'hommes là, qui vont venir dans dans cette profession-ci. Donc, ça fait que la proportion hommes-femmes penche un petit peu plus du côté des hommes, mais ça reste qu'on a quand même une majorité de femmes là, qui sont dans les professions de la chimie. Puis ce qu'on peut voir là, si on compare les différentes professions, donc du côté des chimistes et des techniciens, on a une majorité de femmes, mais aussitôt qu'on va du côté des ingénieurs chimistes, ben là, ça switch, c'est vraiment les hommes qui deviennent majoritaires. Donc, ça peut s'expliquer par beaucoup de choses, mais je pense que de manière générale, les postes d'ingénieurs ils sont surreprésentés par les hommes, là. Donc, ici, on peut voir qu'il y a quand même deux ingénieurs sur trois qui vont être des hommes. Donc, ça, c'est des données de 2021, là, c'est les dernières données du recensement qu'on avait sorties ici. On s'est aussi intéressé à savoir justement là, est-ce que les professionnels de la chimie étaient issus des différentes diversités. Donc, c'est quelque chose qui, tu sais, avec tout ce qui est de diversité et inclusion qui devient de plus en plus important, là, c'est le genre de données qu'on trouve intéressantes. Donc, ce qu'on peut voir ici, du côté des personnes membres des minorités visibles ou ethniques, là, ça représentait du côté des chimistes 6,8%. Donc, ça reste relativement faible là, si on compare à la proportion dans l'ensemble du Québec, mais je veux dire, ils sont quand même là, ces personnes-là. Donc, il faut les considérer. Du côté des travailleurs étrangers temporaires, là, ça représentait 23%. Donc, ça, c'est assez faible, là. Puis, si on compare aussi avec d'autres industries, ça demeure assez marginal. Les personnes autochtones, on avait 0,3% des professionnels et personnes handicapées, 0,3% aussi. Donc, il y en avait pas beaucoup là, dans ces catégories-ci, parmi les gens qui avaient pris part au sondage. On avait aussi posé la question à savoir auprès des répondants, là, est-ce que les postes à valeur ajoutée, donc ici on parlait surtout de cadres supérieurs, chercheurs principaux, etc., qui reflétaient la diversité globale de l'organisation. Puis les gens mentionnaient qu'en majorité, oui, c'était le cas. Donc 63% des répondants avaient mentionné oui, que ce soit oui entièrement, oui en partie ou oui, mais très peu. Donc ça représentait environ 63% là, des gens qui avaient répondu ceci. On s'est aussi intéressé, là, dans le cadre de notre sondage, à savoir quels étaient les principaux critères de choix pour la sélection d'un emploi. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que si on regarde ceux qui ont coché très important, donc parmi ce qui ressort le plus, on avait l'autonomie ici. Donc, il y avait 60% des chimistes qui avaient répondu que c'était quelque chose qui était très important pour eux. Donc, ça le mettrait pas mal au premier rang là, des critères de choix d'un emploi.
La diversité des tâches aussi, là, qui revenait au deuxième rang. Donc, 59% des gens avaient mentionné que c'était quelque chose qui était très intéressant. Puis, il y avait aussi l'horaire de travail, là, que 55% des gens avaient mentionné que c'était très important aussi. Donc, ça serait pas mal les trois critères là, qui font en sorte que les chimistes vont se tourner vers un emploi. Puis, ce qu'on peut voir, c'est que le salaire, de manière générale, va être plutôt important, mais ce ne sera pas nécessairement non plus le critère principal là, qui va faire en sorte qu'on va se tourner vers un emploi par rapport à un autre. Puis une autre petite donnée là, ici, du côté du taux de syndicalisation, là, parmi les répondants, nous, on était autour de 31%, donc des chimistes qui étaient syndiqués là, à travers l'enquête qu'on avait réalisée. Euh, Si on va plutôt du côté de gestion des ressources humaines, donc une des données qui est toujours intéressante d'avoir, puis qui est peut-être pas nécessairement disponible du côté de Statistique Canada, c'est tout ce qui est en lien avec le taux de roulement des professionnels, donc des domaines de la chimie. Donc, une des choses qui est intéressante, c'est que parmi les entreprises sondées, le taux de roulement était uniquement de 3,9%. Donc, je vous dirais que pour avoir fait d'autres études de ce genre-là, ça peut monter assez rapidement à 10, des fois même 20. Puis, je prends l'exemple peut-être de tout ce qui est dans le commercial, ça monte autour de 30% parfois. Là, donc, c'est un taux de roulement qui est assez faible. Donc, c'est quand même quelque chose qui est super bon pour ces professions-ci. Ça veut dire que les gens sont assez fidèles justement à leur milieu de travail. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que parmi les entreprises sondées, il y avait 63% qui avaient mentionné qu'il n'y avait eu aucun roulement donc, au cours des dernières années. Donc, c'est quand même quelque chose qui est pas très surprenant, mais qui est une bonne chose pour vous là, de ce côté-ci. Puis on avait aussi posé la question, justement, ça c'était plus la question entreprise, mais on a aussi posé la question du côté des employés, justement, à savoir est-ce que vous vous sentez mobilisé, donc très mobilisé, mobilisé ou neutre par rapport à votre milieu de travail. Donc la mobilisation, on le voit ici, là, ça faisait référence à l'implication, l'engagement et la motivation envers tout ce qui est de tâches, organisation, donc de manière générale, donc pour l'entreprise pour laquelle ils travaillent. Puis on voyait qu'il y avait près de 9 chimistes sur 10 là, qui se sentaient soit mobilisés ou soit très mobilisés euh, dans leur milieu de travail. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est très intéressant. Des fois, ce taux-ci peut être beaucoup plus faible dans certains secteurs d'activité. On a aussi posé la question, tu sais, à savoir justement qu'est-ce que les entreprises mettaient en œuvre pour s'assurer que le taux de roulement demeurait bas, puis pour fidéliser aussi le personnel. Puis parmi les principaux éléments qui sont ressortis, c'est l'équilibre vie personnel-travail, donc qui était ressorti. Donc, il y a 61% des entreprises qui mentionnaient avoir mis en œuvre là, ce moyen-là pour réduire le taux de roulement. Un salaire attractif aussi, là, on avait 57% des entreprises qui mentionnaient mettre déjà en œuvre là, ceci. Donc, c'est peut-être aussi une des raisons qui explique pourquoi le salaire est pas nécessairement euh, au sommet là, des priorités quand c'est le temps de choisir un emploi, parce qu'il y a déjà beaucoup d'entreprises qui ont fait un effort là, justement d'offrir un salaire attractif là, pour les professions de la chimie. Puis il y avait aussi les avantages socio-compétitifs là, qui ressortaient comme étant 56% de manière intéressante. Euh, Dans le cadre de l'étude, là, je vous ai parlé tantôt quand je vous ai présenté l'introduction qu'on avait fait certaines projections là, pour l'offre et la demande de chimie, de profession de la chimie. Donc, une des questions que ça viendra à celle-ci, c'est justement de voir ben, quelles étaient les projections des entreprises pour les prochaines années dans les professions de la chimie. Donc, on voulait voir, tu sais, justement, d'ici 10 ans, combien d'employés vous prévoyez avoir embauché de plus ou de moins dans les différentes professions de la chimie. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que du côté des chimistes et des techniciens, il y a quand même la majorité des entreprises, donc 72%, qui prévoient une augmentation là, des professionnels justement dans ces secteurs, dans ces professions-ci. Tandis que du côté des ingénieurs chimistes, c'est un petit peu plus bas. Donc, il y a moins d'organisations qui vont prévoir augmenter le nombre d'ingénieurs versus les chimistes ou les postes techniques. Donc, ça veut dire que les chimistes et les techniciens vont être un petit peu plus en demande dans les prochaines années de ce côté-ci. Puis, on le voit un petit peu, on a aussi justement regardé quelle était la variation moyenne
prévu du nombre d'employés là, donc pour les 10 prochaines années. Puis du côté des chimistes, on était à 25%, et du côté des postes techniques, 27%, versus les postes d'ingénieurs chimistes, là, c'est un petit peu plus bas. Donc la progression du nombre risque d'être un petit peu plus faible là, au cours des prochaines années pour ces professions-ci. Je vous montrerai plus tard qu'est-ce que ça représente en termes de nombre de personnes, là, justement, dans la prochaine section. On a aussi posé certaines questions en lien avec la sensibilisation à l'équité, la diversité et l'inclusion. Là, je vous le mentionnais tantôt, c'est des sujets qui sont d'actualité de nos jours. Donc, les entreprises mettent en œuvre là, plusieurs moyens justement pour faire en sorte que les employés se sentent inclus, donc dans l'organisation, peu importe leur diversité. Donc, parmi les principaux moyens qui sont mis en œuvre, ben, en fait, premièrement, il y a 24% là, des entreprises qui mentionnent faire aucun effort particulier. Donc, ça veut dire que le reste, probablement, qui font des efforts. Donc, ça, c'est relativement bien. Ça voudrait dire qu'il y aurait environ 3 entreprises sur 4 qui mettraient en œuvre certains moyens pour faciliter l'équité, la diversité et l'inclusion. Puis parmi les principaux moyens utilisés, là, il y avait les groupes de discussion et les comités de diversité, donc dans les entreprises, et les politiques de recrutement et de promotion inclusive aussi, là, qui sont les principaux moyens là, mis en œuvre pour soutenir là, l'équité, la diversité et l'inclusion dans les entreprises. Du côté du développement des compétences, je vous l'avais mentionné tantôt, là, une des sources de données qu'on a utilisées, c'est le ministère de l'Enseignement supérieur. Donc, on a regardé un petit peu le nombre moyen de diplômés par année là, au cours des dernières années. Puis, on s'est intéressé à savoir, il y a des enquêtes qui sont faites aux 2 ans, à savoir les gens qui graduent, ils s'en vont où ultimement? Est-ce que ils poursuivent leurs études? Est-ce qu'ils s'en vont en emploi dans des professions de la chimie? Ou est-ce qu'ils vont vers d'autres professions? Ou est-ce qu'ils vont au chômage? Peu importe. Donc, c'est le genre de choses qu'on voulait documenter dans le cadre de l'étude. Donc, un des premiers constats qu'on a fait, c'est que le nombre de diplômés en chimie et aussi les ingénieurs là, étaient relativement stables depuis les dernières années, alors que le nombre de diplômes collégiaux est à la baisse. Donc, ça peut expliquer justement pourquoi aussi les taux de post-vacances sont relativement élevés pour les postes techniques. Donc, depuis les 10 dernières années, la baisse annuelle moyenne du nombre de diplômés collégiaux dans les DEC en lien avec la chimie avait diminué de 5,8% par année depuis les 10 dernières années. Donc, c'est quand même non négligeable. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même peut-être une perte d'attractivité là, du côté de ces programmes-là. Donc, justement, c'est une des choses qui peut expliquer là, pourquoi ces postes-ci sont en demande là, ont été en demande au cours des dernières années. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que du côté des decks, donc on a regardé les différentes techniques et d'où venaient les postes techniques. Donc, on a environ, je vous dirais, euh, 34 diplômés du collégial qui vont devenir des postes techniques justement en chimie. Il y en a le reste, en fait, vont se tourner vers d'autres professions, que ce soit, tu sais, il y en a différentes, là, mais ils peuvent faire des postes techniques qui sont en lien avec autre chose, par exemple, donc décider de s'orienter vers d'autres types de professions. Euh, Puis il y en a beaucoup là, qui poursuivent leurs études ou qui s'en vont au chômage. Là. On soupçonne qu'ils poursuivent leurs études vers des baccalauréats, notamment parce que le salaire peut être un peu plus intéressant. Donc, on l'avait vu tantôt euh, pour les gens qui graduent avec un bac là, pour devenir chimiste. Donc, le salaire est quand même 30% supérieur au poste technique. Donc, ça peut être un incitatif justement à aller vers ce type d'études-là à la suite d'une technique. Euh, donc, si on regarde du côté total, donc en moyenne, dans les dernières années, là, on a eu environ 61 ingénieurs techniques là, qui graduaient chaque année, qui provenaient principalement du baccalauréat, mais un petit peu aussi de la maîtrise en génie chimique. On avait environ 162 chimistes là, qui pouvaient découler de soit des baccalauréats, maîtrise, aussi des doctorats. Puis on avait 94 là, personnes qui graduaient des postes techniques. Puis un autre élément qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des baccalauréats, des maîtrises, qui vont se tourner vers des postes techniques, donc au terme de leurs études. Donc, est-ce que c'est parce que eux préfèrent faire des tâches plus techniques ou est-ce que c'est parce qu'ils n'ont peut-être pas nécessairement trouvé d'emploi comme chimiste? Est-ce que c'est parce que les postes techniques sont beaucoup plus en demande? Ça, on ne le sait pas nécessairement, mais on peut justement, ça peut porter à réflexion là, de ce côté-ci.
Donc ça, c'est des données qui sont quand même intéressantes parce que elles ne sont pas nécessairement disponibles du côté du ministère de l'Enseignement supérieur. Là, on a dû faire une demande d'accès à l'information pour avoir ces données-ci. Puis c'est pas si simple à traiter. Là, en général, c'est des données qui arrivent dans des fichiers pas Excel, donc des fichiers PDF souvent qui sont plus compliqués à traiter. Donc, c'est des données qu'on est content de vous présenter aujourd'hui ici. Donc, on a regardé la formation initiale, mais on a aussi regardé là, la formation continue, à voir comment ça se passait dans les différentes organisations qui embauchent des chimistes. Donc, une des premières questions qu'on voulait savoir, c'est justement quel était le montant qui était dépensé là, donc en moyenne pour le développement des compétences par employé. Donc, on peut voir que c'était environ 2 737 là, qui avaient été dépensés en moyenne. De manière générale, il y a seulement 5% des organisations qui mentionnaient faire aucun investissement pour le développement des compétences. Donc, ça, il y en aura toujours. Donc, 5%, ça reste relativement faible. Donc, ça, c'est bien de ce côté-ci. Puis, la majorité, se trouve au-dessus de, je veux dire, au-dessus de genre 1000 dollars par employé par année. Donc, ça reste assez intéressant de ce côté-ci. On avait aussi posé la question de savoir quel était le mode de formation qui s'adaptait le mieux donc, pour les professions de la chimie. Puis ça, c'est dans un contexte aussi où le télétravail était de plus en plus présent. Donc, on voulait voir est-ce que les gens sont intéressés quand même par des formations en ligne. Puis ce qui ressort, c'est qu'il y a quand même la majorité des entreprises qui vont aimer là, la formation en entreprise. Donc, 65%, c'est quand même les 2 tiers qui mentionnent que c'est le mode de formation qui va s'adapter le mieux. Puis comme vous pouvez voir, là, les gens pouvaient sélectionner plus d'un mode de formation. Puis on voit aussi que tout ce qui est formation à distance en ligne avait quand même sorti relativement fort, 61%. Puis du côté des conférences, 58% aussi, là, qui demeure un mode de formation qui est intéressant là, de manière générale pour au moins la majorité des entreprises en chimie. On s'est aussi intéressé à savoir quels étaient les freins, là, quelles étaient la raison pour lesquelles les entreprises ne formaient pas ou pas adéquatement là, leur main-d'œuvre. Puis la plupart des entreprises, donc plus de la majorité, avaient mentionné que c'était difficile des fois de trouver du contenu qui est adapté aux besoins donc des professions de la chimie. Donc ça, c'est quand même un constat qui est intéressant pour les CSMO. Je pense que le fait de développer des nouveaux contenus, c'est quelque chose qui justement pourrait peut-être faire en sorte que euh, on formerait plus les employés là, dans les différentes entreprises qui embauchent là, des chimistes. Les gens mentionnaient aussi le coût lié à la formation au déplacement, puis la nécessité de libérer justement le personnel là, pour la durée de la formation. Donc, ça rentre aussi dans le volet coût un peu. Là. Donc, si on doit libérer le personnel, ben, ça apporte des coûts aussi pour l'organisation. Donc, ça, c'était 43% des entreprises qui avaient mentionné que c'était un frein de ce côté-ci. Donc, du côté des procédés, en fait, des besoins de formation qui vont être tendance au cours des prochaines années. Donc, on a posé la question à savoir quelle allait être la proportion des employés qui allaient devoir être formés selon les différentes compétences. Donc, ce qu'on voit, c'est que tout ce qui est de santé, sécurité au travail, gestion des risques chimiques est vraiment au sommet là, des besoins de formation. Donc, il y aura plus de la moitié des membres de l'Ordre des chimistes du Québec, donc chimistes, biochimistes et 62% des autres professions de la chimie là, qui devront être formées au cours des prochaines années. Du côté des autres professions de la chimie, là, il y avait aussi tout ce qui est de techniques avancées de chimie, biochimie, qui était sorti assez élevé, donc 47%. Du côté des chimistes et aussi des autres professions, là, les outils numériques, tout ce qui est de technologie de l'information aussi avait scoré assez élevé là, à ce niveau-là. Donc, c'est quelque chose, 40% des chimistes et 45% des autres professions qui allaient avoir des besoins de formation dans ce type de compétences-là. Donc, ça, c'est assez parlant aussi de ce côté-ci. Puis, on a classé aussi les compétences là, qui vont gagner en importance au cours des prochaines années. Puis, tout ce qui est d'outils d'intelligence artificielle avait été mentionné là, comme étant quelque chose qui allait gagner en importance, assurément. Puis ça, on n'est pas surpris non plus avec ça. Développement des procédés chimiques durables aussi en lien avec le côté environnemental. Puis il y avait aussi la collaboration interdisciplinaire donc qui était ressortie comme étant quelque chose d'intéressant. Puis ici, les gens mentionnaient aussi la collaboration ingénieur-chimiste et chimiste également là, qui pouvait être importante aussi pour les prochaines années.
Du côté des enjeux en lien avec les professions de la chimie, donc on les a classés de manière séparée. Donc, vous pouvez voir plus à gauche tout ce qui est d'enjeux industriels et tout ce qui est à droite plus enjeux de main-d'œuvre. Donc, si on regarde les enjeux industriels, euh, le principal enjeu qui a été noté par les organisations était le respect des normes de travail, santé, sécurité. Puis ça concorde aussi avec la page précédente où je vous montrais les besoins de formation en lien avec la santé et sécurité qui était très grande là, pour les prochaines années. Donc, ça reste quelque chose qui est assez important là, pour les entreprises. La mise en place de pratiques plus éco-responsables aussi, qui avait 92% des entreprises qui mentionnaient que c'était un enjeu important. Puis l'industrie 4.0 aussi avec l'automatisation des processus, l'intelligence artificielle, l'intelligence d'affaires, etc., qui est assez élevée aussi de ce côté-ci. Puis du côté des enjeux de main-d'œuvre, je vous dirais ils ont tous scoré assez élevé de ce côté-ci. Donc, il y avait le recrutement de la main-d'œuvre qui était, je vous dirais, au sommet, le développement de la polyvalence et la préparation aussi de la relève pour les postes critiques, la formation des employés, des nouveaux employés, mobilisation, fidélisation, la productivité, etc., qui était assez élevé. Puis un petit peu plus faible, on avait tout ce qui est de diversité, équité, inclusion, qui était important pour 60% des organisations. Donc, on s'en vient là. Donc, c'est nouvellement tendance. Alors, ça ne me surprend pas que ce soit un petit peu plus bas. Euh, Puis, c'est sûr que si on a de la difficulté à recruter la main-d'œuvre, ben, c'est compliqué déjà d'avoir, d'intégrer en fait des moyens pour stimuler la diversité, l'équité, l'inclusion, si on ne peut pas déjà avoir les employés qu'on a besoin. Donc, je dirais que ces enjeux-ci sont comme un peu préparatoires à ce qu'on va intégrer là, les enjeux de diversité, équité et inclusion dans l'organisation. Du côté des principales solutions aux enjeux de main-d'œuvre, la principale qui a été soulignée par les entreprises est l'amélioration des conditions de travail. Donc, on l'avait vu, c'est vraiment qu'est-ce qui est priorisé là, par les entreprises pour justement fidéliser leur main-d'œuvre. Euh, il y a aussi tout ce qui est de transfert de savoir, programmes de mentorat et de parrainage qui ont été nommés. Puis on voit au quatrième rang l'automatisation des processus, donc qui reste assez élevé, mais quand même pas prioritaire, là. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui nous a surpris quand on a regardé les résultats ici. Puis on peut voir aussi recours à l'immigration qui est assez élevé, assez faible par rapport à d'autres solutions prometteuses, là. Donc, je dirais que dans d'autres secteurs d'activité, des fois, on mise tout sur l'immigration, donc l'immigration est au sommet, mais là, c'est vraiment pas le cas dans votre industrie. Alors, ça, c'est quand même intéressant, là, étant donné qu'il va y avoir certaines restrictions qui vont être notamment imposées là, pour la main-d'œuvre issue de l'immigration, là, justement. Euh, on a aussi posé des questions en lien avec les enjeux environnementaux. Donc, pour justement les professionnels de la chimie, donc, il y avait quand même 42% des organisations qui mentionnent observer un décalage entre la formation actuelle puis les exigences en matière de développement durable et de protection de l'environnement. Puis, on avait posé la question justement, ben, où se trouve, oui, c'est quoi les ajustements qui doivent être faits pour qu'on réduise un peu cet écart-là. Puis parmi les principaux, là, on mentionnait la compréhension accrue de la réglementation environnementale qui peut être difficile à naviguer parfois. Euh, Tout ce qui est l'aptitude aussi en évaluation des impacts environnementaux des procédés, qui avait été mentionné comme étant assez faible, donc plus de la majorité des entreprises qui soulignaient que c'est des compétences intéressantes là, pour justement réduire l'écart entre les besoins actuels en environnement. Puis du côté des principales initiatives que les entreprises vont mettre en œuvre, on avait tout ce qui est de saine gestion des rebuts, la mise en œuvre aussi d'une politique environnementale ou de développement durable là, qui avait été nommée par plus de la majorité des entreprises là, de ce côté-ci. Du côté de la maturité numérique, donc ça, c'est des questions qu'on aime bien poser pour voir un peu où se trouve l'industrie là, par rapport à sa maturité numérique, justement à l'intégration de toute l'automatisation, l'intelligence artificielle, etc. Donc, la technologie de manière générale. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a 48% des entreprises qui détiennent une politique d'innovation ou de R&D. Donc, c'est pas nécessairement, tu sais, on est proche de la moitié des entreprises. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a une forte majorité qui a l'intention là, d'accélérer justement le virage numérique au cours des prochaines années.
Donc ça, on sait que ça va apporter justement certains besoins là, de formation. Puis il y avait justement 48% des entreprises qui vont constater justement un écart entre la formation de la main-d'œuvre puis les besoins en termes d'automatisation des processus. Donc, il va y avoir certains besoins à ce niveau-là. Puis parmi là, les principaux besoins de formation, on nommait de manière générale l'automatisation des processus, mais aussi l'utilisation de l'intelligence d'affaires en contexte industriel et aussi les plateformes numériques donc, qui sont utiles donc, dans le domaine de la chimie. Donc, ça avait été nommé excusez-moi, par la majorité des entreprises de ce côté-ci. Du côté de l'adéquation offre-demande, donc on a regardé justement différents indicateurs qui pourraient faire varier l'offre et la demande au cours des prochaines années. Donc, du côté de la demande, il y a comme deux principaux éléments qui vont influencer la demande au cours des prochaines années. Donc, le premier est les postes vacants. Donc, je l'avais mentionné plus tôt, je vous ai présenté les données. Donc, ça, c'est les besoins vraiment actuels qui ne sont pas comblés. On a aussi les besoins jusqu'en 2034. Donc, ça, c'est issu de la question que je vous ai présentée aussi plus tôt qui demandait aux entreprises combien de personnes de plus ou de moins vous prévoyez embaucher d'ici les 10 prochaines années. Donc ça nous donnait la demande totale, là, 10 ans. De ceux-ci, on ajoute les départs à la retraite, donc qui vont augmenter la demande, puis on enlève les nouveaux diplômés qui vont réduire la demande. Puis ce qu'on peut voir, c'est que si on regarde, on a ici les chimistes, on est dans des besoins excédentaires qui sont négatifs, ce qui veut dire que, en fait, l'offre va être en mesure de répondre à l'ensemble de la demande pour ces postes-ci. Même chose du côté des ingénieurs chimistes, mais si on regarde les postes techniques, ben là, la tendance s'inverse. Donc, même si on a des nouveaux diplômés qui vont entrer sur le marché du travail, ça ne sera pas suffisant pour vraiment répondre à la demande des postes techniques. Donc, ça représente 551 postes de plus, donc environ 55 par année là, qu'il faudrait aller chercher de plus pour répondre à la demande. Donc, ça représente une augmentation par rapport à ce qu'on a actuellement de 20 donc sur 10 ans. Donc, c'est quand même des chiffres qui sont forts, là, justement, notamment parce qu'on sait aussi que le nombre de diplômés est à la baisse. Donc, ça, c'est quand même quelque chose qui est à considérer euh, pour les prochaines années. Donc, il va peut-être avoir justement une opportunité d'aller recruter là, les postes techniques de ce côté-ci parce qu'il risque d'en manquer là, au cours des 10 prochaines années, là. Puis on s'est aussi intéressé à savoir ben, qu'est-ce qui explique justement le fait qu'il y aura une pénurie là, dans les postes techniques. Ce qui était ressorti, on voyait la faible rémunération, là, je vous l'avais mentionné. Les postes techniques vacants qui sont affichés avec un salaire qui est 31% plus bas que celui des postes de chimistes. Donc déjà ça, on voit que ça peut, je l'ai mentionné plus tôt, en fait, être en fait, pousser les gens qui sortent des programmes techniques à aller vers des baccalauréats, donc pour justement potentiellement augmenter leur salaire. Euh, Puis aussi, tu sais, plusieurs diplômés universitaires là, qui mentionnaient qu'ils pourraient potentiellement être intéressés par des postes techniques, mais en raison des différences salariales, c'est pas quelque chose vers lequel ils vont se tourner nécessairement. Euh, Puis comme je l'avais mentionné déjà plus tôt, là, il y a quand même une croissance beaucoup plus forte des salaires offerts pour les postes vacants là, du côté des postes techniques. Donc, ça démontre qu'il y a quand même un rattrapage salarial là, qui est en train de se faire à ce niveau-là. On nommait aussi, parce qu'on a fait des groupes de discussion, comme on mentionnait, puis les gens mentionnaient aussi le fait qu'il y avait un manque de valorisation là, des professions techniques depuis les dernières années. Donc, on poussait les gens un peu plus vers le baccalauréat, ce qui fait que justement les professions techniques ont été peut-être moins valorisées au cours des dernières années, ce qui fait en sorte que c'est pour ça qu'on en manque actuellement. Puis, les gens mentionnaient aussi que les techniques en lien avec la chimie sont perçu comme étant un petit peu plus difficile par rapport à d'autres postes techniques. Donc, pour les gens qui voudraient absolument se tourner vers une technique, ils n'iront peut-être pas nécessairement vers des programmes en chimie parce que ça peut être beaucoup plus difficile que d'autres programmes techniques là, dans les sciences, par exemple. Euh, donc, du côté là, je regarde un petit peu l'heure, je vais faire ça rapidement. Donc, du côté des constats sommaires de l'étude, on l'a vu, du côté du portrait de la main-d'œuvre, on a environ 3000 chimistes, presque autant de technologues, techniciens chimistes, puis on a environ là, un ingénieur chimiste pour trois chimistes. Donc, ça, c'est intéressant de ce côté-ci. Du
Du côté du développement des compétences, il y a plusieurs opportunités donc pour de bonifier la formation des professionnels, que ce soit tout ce qui est de statistique de laboratoire, formation technique, la réglementation environnementale aussi, assurance qualité, et aussi la communication mutuelle là, entre les ingénieurs et les chimistes, donc qui ont été sortis comme étant des opportunités intéressantes. Il y a aussi effectivement la formation sur l'automatisation qui va prendre de l'ampleur au cours des prochaines années. Puis les trois compétences qui vont gagner en importance sont tout ce qui est en lien avec les procédés chimiques durables, donc en lien avec la protection de l'environnement, les outils d'intelligence artificielle et la collaboration aussi interdisciplinaire qu'on a nommé précédemment. Les enjeux en lien avec la profession, on l'avait mentionné, là, tout ce qui est de respect des normes du travail, santé, sécurité, les pratiques éco-responsables et l'industrie 4.0 sont vraiment au cœur des entreprises qui embauchent des chimistes. Ça, on vient de le voir justement, il y a quand même une pénurie importante qui est à venir là, pour les postes techniques, qui peut s'expliquer justement par un manque de valorisation des salaires plus faibles, etc. Puis une dernière statistique intéressante que je ne vous ai pas présentée à travers l'étude, là, mais on avait aussi posé des questions en lien avec la notoriété des CSMO auprès des chimistes. Puis un des constats qu'on avait fait, c'est que uniquement 36% des chimistes étaient en mesure de se prononcer à savoir lequel était leur CSMO qui les représentait. Puis seulement 14% avaient utilisé les services de leur CSMO. Donc, il y a quand même justement ici un enjeu de notoriété là, du côté des CSMO. Mais la majorité des gens qui avaient fait affaire avec leur CSMO étaient très satisfaits des services offerts. Donc, ça, c'est le point positif là, en lien avec tout ça. Puis du côté des recommandations, donc on avait trois grandes pistes d'action qui ont été développées. Donc ça, c'est à haut niveau, je vous dirais, là, mais le premier est d'améliorer en fait la notoriété des CSMO, donc auprès des entreprises, auprès des travailleurs et aussi auprès des étudiants. Donc, une des premières recommandations, c'était de maintenir une proximité là, avec les entreprises et les chimistes là, du secteur de manière à améliorer justement cette notoriété-là. Puis à mieux comprendre, là, une fois que la proximité est établie, on peut aussi mieux comprendre les enjeux qui sont à venir dans les différentes industries. Euh, il y avait aussi la participation là, aux événements organisés par l'Ordre des chimistes. Donc, on parlait ici du grand rendez-vous des chimistes, biochimistes qui peut être intéressant. D'assurer aussi la promotion des postes techniques, là, comme on avait mentionné, étant donné que ça va être en pénurie pour les prochaines années à venir. Puis d'assurer aussi une présence auprès des universités là, en offrant des programmes en chimie, qui offrent des programmes en chimie, que ce soit donc par les associations étudiantes, les participations au foire de l'emploi, etc. Donc, d'aller chercher vraiment les chimistes quand ils sortent de l'école, on pense que c'est une bonne idée à ce niveau-là. On avait aussi une piste d'action en lien avec la collaboration entre les professionnels de la chimie. Donc, pour le bonifier au cours des prochaines années, donc on voulait, ici on parle autant ingénieur, chimiste que post-technique. Donc, une des premières suggestions qu'on avait faites, c'est de mettre en place des programmes éducatifs qui vont viser à faciliter là, la collaboration entre les chimistes et les ingénieurs chimistes. Donc, que ce soit des ateliers, des séminaires, des projets communs pour justement améliorer un peu la compréhension mutuelle de ces deux postes-là. Et de collaborer aussi avec les universités là, pour justement s'assurer que les formations des ingénieurs chimistes soient en adéquation avec celles des chimistes, puis pour justement réduire un peu le gap entre ces deux professions-là, puis pour stimuler justement une communication plus fluide, là, puis une compréhension commune là, de ces deux professions-ci. Et finalement, on suggérait aussi de développer des formations communes là, entre les CSMO pour permettre l'adéquation des compétences avec les besoins de l'industrie. Euh, donc, une des premières suggestions qu'on avait faites, c'était de bonifier l'offre de formation collégiale en chimie analytique. Donc, actuellement, il y a 5 établissements qui l'offrent au Québec. Donc, on pense que peut-être le fait de l'offrir à plusieurs endroits, ça pourrait stimuler justement l'attractivité de ce programme-ci, puis d'aller chercher des nouveaux diplômés dans cette technique-ci. De développer aussi un programme de formation pour les nouveaux diplômés en chimie, donc ceux vraiment qui sortent du baccalauréat en chimie en lien avec les statistiques de laboratoire. Donc, certains avaient mentionné que c'était quelque chose qui pourrait être amélioré justement pour les nouveaux diplômés, pour mieux s'intégrer sur le marché du travail. Puis d'organiser aussi des formations techniques
ponctuelle en invitant des experts internationaux pour traiter de différents sujets qui vont être applicables à diverses industries. Donc, c'est là que ça peut être intéressant pour l'ensemble des CSMO de se regrouper parce que ils vont pouvoir justement trouver des sujets qui touchent les 5 CSMO à la fois. Euh, Puis ça va être encore plus stimulant là, pour les chimistes de participer à ces événements-ci. Euh, on avait aussi suggéré de proposer des formations sur la réglementation environnementale qui peut parfois être complexe, puis d'établir aussi un programme de formation continue en assurance qualité là, qui sont destinés aux professionnels de la chimie, étant donné que c'est quelque chose qui avait été mentionné dans les groupes de discussion comme étant parfois un enjeu là, pour la formation. Alors, ça fait le tour de la présentation. Écoutez, si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Puis, je vais pouvoir peut-être arrêter le partage là, pour la suite des choses. Merci beaucoup, Marie-Pierre. C'était vraiment une super présentation. Nous, on a été beaucoup les mains dans l'étude depuis un bon moment, là, donc d'avoir cette version-là, ça aide aussi. Donc, Oui, on va y aller avec les questions. Brigitte, je te laisse la parole. Oui, Bonjour. bonjour. Je suis au ministère de l'Économie, à la direction des sciences de la vie. Puis je me demandais si l'étude, le rapport complet, il y avait une segmentation de la représentativité de l'industrie dedans, qu'on pouvait plus voir les répondants. Euh, Parce que de mon côté, plusieurs personnes m'ont approché, puis tu sais, c'est pas une grosse représentativité de l'industrie de la chimie qui est très diverse, là. C'est sûr qu'on a des chimies organiques, non organiques, on a des chimistes en plastique. Tu sais, dans mon domaine, c'est plus des chimistes organiques de synthèse qu'on voit. Puis, deux entreprises plus un centre de recherche là, qui fait beaucoup de synthèse organique me disait que c'était extrêmement difficile de recruter des chimistes de niveau pour la synthèse, puis depuis que la profession de chimiste n'est plus éligible pour l'immigration, ça a causé un problème parce qu'il y a beaucoup de bons chimistes qui provenaient de l'Inde. Donc, pour eux, c'est un gros problème que si ces chiffres-là, tu sais, le gouvernement s'appuie sur ça, tu sais, c'est très spécifique. Est-ce qu'on est capable de voir un découpage selon le type de chimiste ou l'industrie qui a répondu, du moins pour avoir des statistiques un peu plus représentatives par type de chimiste? si je ne me trompe pas, on l'avait biochimiste versus chimiste. Mais en fait, initialement, comment qu'on voulait faire la division, c'est vraiment d'y aller par CSMO. Donc, se dire, OK, ben, on va avoir les chiffres pour chacun des CSMO, sauf que les gens avaient de la difficulté à se prononcer sur leur CSMO, ce qui a fait en sorte que on n'a pas été en mesure d'avoir accès à ces chiffres-là. Mais initialement, c'était ça qui était censé être fait là, à travers l'étude. Donc, on devait être en mesure de dire, ben, OK, ceux-ci qui travaillent dans, mettons, le caoutchouc, par exemple, ont tels enjeux, etc. Mais on n'a pas été en mesure de le faire à cause de ça, parce que les gens ne le savaient pas nécessairement. Est-ce qu'il y a une possibilité pour vous, mettons, de prendre en considération ces appels à l'aide, si je peux dire, parce que c'est des gens qui nous ont dit qu'il y avait des problèmes, et de faire une plus petite étude ou d'essayer de voir c'est qui les joueurs dans ce sous-secteur-là, puis est-ce que leur préoccupation est réelle ou tu sais, si je les envoie vers vous, est-ce que c'est quelque chose qui est possible? Tu peux les envoyer à nous, Brigitte, sans aucun souci. Là. Tu sais, tu peux les référer à Pharmabio, puis déjà, à partir des résultats qu'on a là, on peut voir jusqu'où on peut aller, là, nous, de notre côté, juste pour le secteur. Là, c'est très, très faisable. OK. Parce que, tu sais, ça reste qu'il y a, tu sais, je le montrais justement, la projection des besoins. Il y en a qui ont quand même tu sais, pour avoir vu les données, il y en a qui avaient quand même des besoins très élevés pour les prochaines années. C'est sûr que ça se balance avec le fait qu'il y en a qui ont peut-être des besoins un peu moins grands, mais il y en a des entreprises là, qui se démarquaient par une croissance très, très forte là, au cours des prochaines années. Ça, c'est certain, là. Fait que nous, c'est sûr qu'on y va en fait, la moyenne, là, l'ensemble de l'industrie, mais ça exclut pas là, que certaines entreprises, effectivement, vont avoir des besoins plus grands que d'autres, là. Puis dans le rapport complet, est-ce qu'on peut dissocier chimiste pur de biochimiste? À certains endroits, oui. OK. Faudrait que je me rappelle. Mais sinon, je pense que vous aviez les données brutes, Kim. Est-ce qu'on vous les avait envoyées? Sinon, on peut vous les envoyer pour être certain. Là, vous allez avoir l'ensemble des chiffres là, à ce niveau-là. Parfait. Merci.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Super, preuve que c'était bien complet, Marie-Pierre. Bon, Brigitte. Bien, en fait, j'en avais d'autres, mais je ne voulais pas prendre toute la, toute la place. Il n'y a pas de problème. Je me demandais, est-ce qu'on peut voir une tendance dans les entreprises où il y a un haut taux de roulement par type d'industrie? Exemple, une usine. Hier, je visitais Delmar, pour ne pas la nommer, qui disait que comme ils roulent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, puis que c'est des procédés industriels, une usine, donc c'est moins attirant qu'un laboratoire. Fait qu'est-ce qu'on est capable de segmenter aussi par type d'industrie, le taux de roulement? Ben encore une fois, ça, c'est c'est un peu le même enjeu qu'on avait en lien avec les CSMO, comme on ne savait pas à quel CSMO étaient vraiment affiliés les répondants. On n'était pas en mesure d'avoir cette information-là. Mais il y a peut-être certains croisements qui pourraient être intéressants dans les données actuelles, tu sais, pour justement aller voir, ben, c'est quoi qui ont répondu les autres, mettons, qui avaient un taux de roulement élevé, là. Puis on pourrait peut-être essayer de voir c'est quoi leur type d'entreprise à ce niveau-là, là, mais on n'est pas en mesure de savoir l'industrie vraiment précise, là. Alors, puis si je peux préciser, Brigitte, on lance aussi à partir du 1er avril le nouveau diagnostic sectoriel de main-d'œuvre pour toutes les entreprises des sciences de la vie. Fait qu'il va vraiment avoir des croisements. Puis depuis les dernières années, là, la profession de chimiste et biochimiste est vraiment en déséquilibre au niveau du marché du travail, autant là, dans les 5 CSMO là, qui participent à l'étude, mais beaucoup dans notre secteur. Puis déjà, dans le dernier diagnostic sectoriel de main-d'œuvre, on mettait beaucoup de l'avant le déséquilibre de cette profession-là, puis qu'il y avait il faut mettre en place des actions. Donc, on pourra se parler, toi puis moi, puis aller voir vraiment c'est quoi. Puis moi, je vais pouvoir intégrer, puis tu sais, même je peux t'ajouter dans le comité du diagnostic sectoriel pour s'assurer que quand on validera les questionnaires, bien, que toi, l'écho que tu as de tes entreprises, bien, on l'intègre, nous, dans le diagnostic sectoriel. Donc, à ce moment-là, on pourra avoir des données comparables, puis qu'on va pouvoir aussi là, se fier sur ce qui a été fait avec Raymond Chabot. Puis, tu sais, ça va sortir dans la prochaine année, fait qu'on ne sera pas en retard dans ce diagnostic-là. Oui, je pense que je pense que c'est effectivement une bonne façon de le faire parce que les CSMO ont vraiment la liste justement des organisations. Puis nous, comme on parlait vraiment aux chimistes, ben, c'est là que c'était peut-être plus difficile parce qu'on avait des gens qui étaient gestionnaires de chimistes, mais on ne pouvait pas non plus leur poser des questions sur l'ensemble de l'organisation, tandis que quand c'est des diagnostics sectoriels comme ça, c'est fait pour l'ensemble des professions. Fait que c'est une bonne opportunité justement de le faire, là, je pense, Kim. Okay. On a un secteur qui est très segmenté, justement, et sous-segmenté. C'est d'où la difficulté dans notre côté, là. C'est vrai. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Super. Ben, en tout cas, n'hésitez pas à nous revenir si jamais vous avez nos coordonnées. La présentation va être disponible. On va vous envoyer aussi la présentation que Marie-Pierre a fait aujourd'hui. Donc, ben, merci de votre participation. Ça a été un grand plaisir de vous voir aujourd'hui. Puis, je vous souhaite une excellente journée. Merci encore, Marie-Pierre. Merci tout le monde. Puis, merci aux CSMO qui ont collaboré avec nous là, pour cette étude-là. Et l'ordre, j'ai vu que Patrick a ouvert sa caméra. Donc, salutations. Merci à tous. Bonne fin de journée. Merci, bonne journée. Bonne journée à tous. Bye bye.